Octobre 2025, sous le soleil cru de Tindiban, le désert a tremblé. En quelques heures, la peur diffuse du Sahel s'est changée en puissance coordonnée. Une alliance improvisée. Trois armées africaines, unies par la même doctrine, agir sans permission et mesurer leur propre souveraineté. Mais que signifie vraiment, pour le Sahel et pour Ibrahim Traoré, cette première victoire conçue sans intermédiaire où la technologie artisanale et la rapidité deviennent preuve d'autonomie? Un frémissement peut-être, mais déjà un basculement. Ce jour-là, Ibrahim Traoré n'a pas seulement cherché à gagner une bataille, il a voulu prouver qu'une méthode pouvait remplacer un miracle. Le pari était immense, transformer une victoire militaire éphémère en doctrine durable, capable de redonner aux États du Sahel la maîtrise de leur propre sécurité. Dans une région longtemps dépendante des interventions extérieures, cette promesse s'apparentait à un risque calculé. Échouer signifierait replonger des millions d'habitants dans le doute, la pauvreté et la peur. Mais la récompense, elle, dépassait le champ militaire. Rétablir la confiance, démontrer que trois nations africaines pouvaient concevoir, exécuter et sécuriser un plan commun sans tuteur étranger. Le bénéfice espéré tenait en 10 mots. La souveraineté n'est plus un rêve, mais une mesure. Ce nouvel horizon donnait un sens à chaque décision et à chaque sacrifice. Il liait désormais la dignité des peuples à la précision des chiffres. Une promesse fragile, certes, mais mesurable. 2 semaines avant Tindiban, les services de renseignement du Burkina Faso et du Mali interceptèrent des messages chiffrés annonçant un convoi armé traversant le nord du Sahel. Ce détail apparemment anodin fut la première mini-révélation. Pour la première fois, 3 armées africaines partageaient en temps réel leur flux d'informations sans intermédiaire étranger. Cette coopération donna naissance à un réseau unifié. 12 drones de surveillance, 9 centres de coordination et 3 chaînes logistiques fusionnées en moins de 48 heures. Derrière ces chiffres se cachait une rupture méthodologique. La rapidité remplaçait la lenteur diplomatique, l'initiative locale supplantait la dépendance stratégique. C'est là qu'Ibrahim Traoré perçut le véritable enjeu, prouver que la souveraineté pouvait se mesurer en gigaoctets et en décisions partagées. Depuis 2013, la lutte contre les groupes armés reposait sur des forces extérieures, dont la présence prolongée avait fini par user les populations. Les villages d'Arbinda, de Tessit ou de Tindiban vivaient sous la menace constante des raids nocturnes, tandis que les chancelleries étrangères débattaient à distance. Dans cette inertie, Ibrahim Traoré forgea sa conviction. Une paix importée ne prend jamais racine. Il réunit ingénieurs, officiers et techniciens du Sahel pour concevoir une alliance du terrain fondée sur la connaissance locale et la technologie artisanale. Les ingénieurs relièrent 3 capitales par un maillage de fibres et d'ondes, créant une architecture militaire à échelle humaine. Les officiers, souvent formés à l'étranger, adaptèrent leurs méthodes à la géographie réelle du désert. Chaque geste, chaque minute gagnée devenait une preuve d'autonomie. Ainsi naquit la doctrine AES, frapper vite, décider ensemble, rendre compte aux civils. Tindiban n'allait pas être une bataille improvisée, mais la démonstration méthodique qu'une Afrique coordonnée pouvait reprendre la main sur son destin. Au cœur de cette nouvelle stratégie, un visage s'imposa, Ibrahim Traoré. Jeune officier devenu chef d'État, il choisit de quitter Ouagadougou pour diriger l'opération depuis un poste avancé proche de la frontière malienne, un geste risqué mais symbolique. Ce déplacement marqua la fin du commandement à distance. Désormais, la souveraineté se vivait dans la poussière du terrain. À ses côtés, des acteurs discrets, ingénieurs, logisticiens, analystes, transformèrent des outils civils en instruments militaires. Un technicien de Niamey, par exemple, adapta un drone de loisir pour en faire un appareil de cartographie de combat assemblé avec des pièces récupérées sur un marché local. Ces micro-innovations cumulées modifièrent la dynamique du conflit. La créativité africaine remplaçait la dépendance technologique. Les villages frontaliers en furent les premiers témoins. Là où régnait la peur et le silence, on vit circuler à nouveau des convois de ravitaillement escortés par des soldats sahéliens. Les habitants, surpris, saluaient des uniformes africains agissant sans emblèmes étrangers. En observant ces scènes, Ibrahim Traoré comprit que la victoire ne se mesurerait pas seulement en kilomètres repris, mais en confiance retrouvée. C'était la preuve qu'un leadership visible,
et un savoir-faire local pouvaient rallumer l'espoir. La reconstruction du lien entre armée et population devenait la première victoire invisible du Sahel. Une certitude naissait, le terrain, non la théorie, façonnerait la souveraineté. Le 14 octobre 2025, à l'aube, le réseau de renseignement sahélien capta 3 signaux suspects à la frontière de Tindiban. 30 minutes plus tard, Ibrahim Traoré, installé dans son poste avancé près de Dori, donna l'ordre d'exécution. Pas de réunion interminable, pas d'attente diplomatique, l'alliance des États du Sahel se mit en marche seule. Les SR5 burkinabés ouvrirent le feu, traçant des arcs de lumière dans le ciel encore gris. Chaque tir répondait à des coordonnées transmises en temps réel par les drones maliens. Puis la cavalerie légère nigérienne entra dans la danse, rapide, silencieuse, maîtrisée. En moins de 3 heures, le triangle de Tindiban fut verrouillé. Le bruit, la poussière, la précision formaient une seule mélodie, empêcher l'ennemi de respirer. Au centre de commandement de Bamo, des écrans diffusaient les images thermiques et les flux radio. L'ingénierie locale remplaçait la dépendance satellitaire. Casque sur les oreilles, Ibrahim Traoré observait sans un mot. Il savait que chaque minute gagnée devenait un argument politique pour l'autonomie du Sahel. La deuxième phase débuta à midi. Les troupes encerclèrent les poches de résistance. Un ancien capitaine malien raconta plus tard « Nous ne les attendions pas par le sud, ni aussi vite ». L'effet de surprise fut total. Les motos ennemies, leur principal atout de mobilité, furent détruites en quelques salves. Privées de carburant et de communication, les cellules terroristes se désagrégèrent. Vers 13h, la poussière retomba. Les soldats avancèrent en silence, découvrant cartes, ordinateurs et débris encore tièdes. Aucune perte du côté sahélien, le premier miracle venait d'avoir lieu. L'après-midi, les convois AES transportèrent vers Niamey les armes et les disques durs récupérés. L'analyse révéla un réseau de financement s'étendant jusqu'à la Libye et au Soudan. Cette découverte transforma la victoire tactique en levier stratégique. Devant la carte du Sahel, Ibrahim Traoré déclara simplement « Nous venons de prouver que l'intelligence, la mobilité et l'unité ne sont pas des slogans, mais des armes. » Quand le soleil disparut derrière les dunes, le silence revint sur Tindiban. Mais ce silence n'était plus celui de la peur. C'était celui d'un continent qui se souvenait de sa force. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. En 48 heures, 123 km de territoire furent sécurisés, 287 positions ennemies neutralisées. Aucune perte du côté AES. Chaque donnée racontait la même histoire, coordination, vitesse, précision. Pour Ibrahim Traoré, ces nombres n'étaient pas des trophées, mais les preuves d'un modèle africain capable de rivaliser avec les standards internationaux. Ainsi prit fin la bataille de Tindiban, une victoire sans cercueil, une renaissance mesurable. Les chiffres de Tindiban révélèrent la portée du basculement. En moins de 48 heures, 123 km de territoire furent sécurisés et 287 positions ennemies neutralisées, sans aucune perte du côté sahélien. D'abord, la vitesse d'intervention bouleversa la perception militaire. Avant la création de l'AES, la réponse moyenne à une attaque dépassait 72 heures. À Tindiban, elle fut ramenée à moins de 6. Cette réduction de 91% du temps de réaction sauva des vies et fit naître un réflexe nouveau, agir avant de subir. Ibrahim Traoré y vit la preuve que la rapidité pouvait devenir un instrument de souveraineté. Ensuite, la densité logistique. 9 corridors furent tracés simultanément entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avec un taux de défaillance inférieur à 2%. Ce chiffre, en apparence technique, traduisait une révolution silencieuse. Pour la première fois, trois nations africaines alimentaient une opération commune sans dépendre d'aucun fournisseur étranger. Le carburant, les munitions et la maintenance furent planifiés et exécutés localement. Dans les entrepôts improvisés de Gao ou de Dori, une phrase revenait sans cesse. « Nous sommes nos propres logisticiens ». Chaque lot livré devenait une leçon d'indépendance pratique. Puis, la perception civile. Les enquêtes menées après l'opération révélèrent qu'à Tindiban, 84% des habitants affirmaient avoir retrouvé confiance dans leur armée nationale contre à peine 30% 10 ans plus tôt. Cette progression ne relevait pas de la propagande. Elle marquait un basculement psychologique. La sécurité ne venait plus d'ailleurs. Elle redevenait une affaire locale. Cette donnée, plus que toutes les autres,
incarnait l'impact social du succès militaire. Enfin, un indicateur plus subtil apparut, l'absence totale de pertes humaines côté AES. Ibrahim Traoré répondit à un journaliste « Ce n'est pas la victoire du hasard, mais celle du calcul et du respect de chaque vie africaine. » Sous cette formule se dessinait la doctrine « frapper fort, mais frapper propre ». Les académies militaires de Bamako et de Ouagadougou en firent aussitôt un manuel « Intelligence plus mobilité plus unité éluée aux souverainetés mesurables ». Ces chiffres, répétés et vérifiés, construisirent plus qu'un récit, une norme. Le Sahel, jadis réduit à des statistiques de pauvreté, s'offrait un nouveau vocabulaire, celui de la performance et de la méthode. C'est dans cette rigueur chiffrée que résidait la vraie victoire d'Ibrahim Traoré. Transformer des données en preuves, des preuves en doctrine et une doctrine en confiance collective. Le Sahara cessait d'être un désert d'impuissance pour devenir un laboratoire de mesure. Les chiffres parlaient, mais cette fois, ils parlaient africain. Le succès de Tindiban attira aussitôt les critiques. Certains observateurs occidentaux y virent une victoire ponctuelle, impossible à reproduire à long terme. D'autres accusèrent Ibrahim Traoré de simplement remplacer une dépendance par une autre, troquant le soutien occidental contre une influence régionale trop centralisée. Ces objections, loin d'être rejetées, furent analysées point par point. D'abord, la durabilité. Oui, le Sahel avait remporté une bataille. Mais pouvait-il maintenir cette cadence face à des réseaux terroristes mouvants ? La réponse reposait sur la structure même du système AES, un commandement décentralisé fondé sur la coordination locale. Chaque brigade disposait désormais de la capacité d'agir sans attendre d'ordre venu du sommet. Cette flexibilité, héritée du terrain, constituait la meilleure garantie de longévité. La centralisation excessive, jadis dénoncée, laissait place à une architecture distribuée, plus résiliente. Ensuite, le manque de ressources. Les budgets militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso restaient inférieurs à 1% du PIB, mais cette contrainte devint un moteur d'innovation. Née de la rareté, l'ingénierie frugale transforma le déficit financier en avantage stratégique. Drones recyclés, logiciels libres, véhicules adaptés au sable. Ibrahim Traoré aimait répéter « Nous ne manquons pas d'argent, nous manquons d'autonomie intellectuelle ». Sous cette phrase se cachait un principe de gouvernance, convertir chaque faiblesse en levier d'efficacité. Enfin, certains craignaient que l'AES n'isole le Sahel du reste du monde. Pourtant, l'effet inverse se produisait déjà. Des universités africaines étudiaient le Matan, le modèle Tindiban, comme un cas d'école de stratégie endogène. Le Ghana, la Guinée et le Tchad observaient le Etan Tiamtasa, le système de prêt. Le dialogue sud-sud, longtemps théorique, prenait forme. Face à ses détracteurs, Ibrahim Traoré n'élevait pas la voix. Il laissait parler les faits. Le midpoint de l'histoire de Tindiban n'eut rien d'un événement militaire. Ce fut un basculement moral. La peur venait de changer de camp. Dès le lendemain de la victoire, les radios locales diffusèrent des images de villages repeints, d'écoles rouvertes et de marchés réanimés. La reconstruction commençait avant même la fin des décombres. Pour la première fois, l'Afrique n'attendait plus l'approbation du monde pour célébrer sa résilience. Mais le choc le plus profond fut intérieur. Dans les casernes du Burkina Faso et du Niger, les jeunes officiers voyaient en Ibrahim Traoré la preuve qu'un Africain pouvait diriger, innover et vaincre sans tutelle. Ce sentiment d'appartenance, invisible mais contagieux, s'étendit bien au-delà du Sahel. Les analystes parlèrent de syndrome Tindiban, une contagion de confiance, un virus d'autonomie. La victoire cessait d'être un cri de triomphe pour devenir une discipline collective. Le Sahel, jadis spectateur de son propre destin, se redécouvrait acteur. Ce tournant n'était pas seulement stratégique, il était civilisationnel. Les conséquences de Tindiban dépassèrent largement le cadre militaire. Elles se répartirent dans 4 sphères, nationale, économique, sociale et régionale. D'abord, au niveau national, le Burkina Faso lança, quelques semaines après la victoire, un programme de reconstruction du Nord. Des villages furent reconnectés à l'électricité, 14 écoles rouvertes, 3 hôpitaux de campagne transformés en structures permanentes. Ces chiffres modestes marquaient le retour de l'État dans des zones jadis abandonnées. Ibrahim Traoré visita lui-même Arbinda, serrant la main de cultivateurs qui parlaient, pour la première fois depuis des années, d'avenir plutôt que de survie.
Le mot continuité prenait enfin un sens concret. Ensuite, sur le plan économique, la stabilité retrouvée permit la reprise du commerce régional. Entre octobre 2025 et mars 2026, le trafic transsaharien augmenta de 27%. Des camions chargés de coton et de bétail reprirent la route vers Gao et Agadez. De nouvelles coopératives, soutenues par l'AES, mirent en place un système d'assurance mutuelle. Innovation inédite dans la zone. Cette circulation retrouvée engendra une chaîne de confiance. Chaque échange devenait une preuve que la guerre reculait. Puis, sur le plan social, la dignité refit surface. Les marchés vibrèrent à nouveau, les femmes reprirent leur rôle de commerçantes et de formatrices, et les radios communautaires diffusèrent des messages d'espoir en plusieurs langues. Dans les écoles, la bataille de Tindiban entra dans les manuels comme un chapitre d'histoire contemporaine, symbole d'unité et d'ingéniosité. Ibrahim Traoré y était présenté non comme un héros solitaire, mais comme le catalyseur d'une intelligence collective. Les jeunes se reconnaissaient dans cette figure de transformation, non d'imposition. Enfin, au niveau régional, le nouveau pacte sahélien prit forme. Les armées du Mali et du Niger adoptèrent la doctrine Tindiban, frapper court, coordonner large, comptèrent sur l'humain. Un conseil permanent fut installé à Niamey pour superviser les projets communs. Le Ghana, la Guinée et le Tchad vinrent observer le modèle. Dans les rapports de l'Union africaine, le Sahel cessa d'être classé zone rouge et fut redéfini comme région de transformation stratégique. Ces résultats n'effaçaient ni la pauvreté ni les tensions, mais ils modifiaient le vocabulaire. Le mot crise reculait, celui de construction progressait. Et sous cette évolution s'imprimait la marque invisible d'Ibrahim Traoré, celle d'un homme ayant transformé la douleur en méthode et l'espoir en système. L'avenir du Sahel, après Tindiban, se dessinait selon 3 trajectoires possibles. La prudente, l'ambitieuse et la critique. Ibrahim Traoré, dans ses entretiens, évitait le mot « victoire finale ». Il lui préférait une expression plus sobère. Stabilité mesurable, un objectif évolutif, ajusté au rythme des saisons et à la confiance des peuples. D'abord le scénario de base, consolidation. L'AES maintient sa coordination militaire actuelle tout en développant ses infrastructures civiles. Les effectifs conjoints du Burkina Faso, du Mali et du Niger restent proches de 40 000 soldats, soutenus par un réseau de 30 drones et 12 bases tactiques. La priorité consiste à sécuriser les routes commerciales et à renforcer la chaîne alimentaire. Ce scénario suppose un financement interne suffisant et une cohésion politique stable. Il repose sur la continuité plutôt que sur l'expansion. Ensuite, le scénario optimiste, expansion régionale. Le modèle Tindiban inspire d'autres États africains. Le Ghana, le Tchad et la Guinée envisagent de rejoindre l'AES pour former un pôle de sécurité ouest africain autonome. Les ingénieurs du Sahel partagent leur technologie de surveillance et les académies militaires adoptent la doctrine intelligence, mobilité, unité. Dans cette hypothèse, la croissance moyenne du PIB régional pourrait dépasser 4%, entraînée par la réouverture complète des corridors transsahariens. Mais ce succès dépend d'un facteur rare, la confiance mutuelle et l'absence d'ingérence extérieure. Enfin, le scénario critique, pression et fragmentation. Les sanctions économiques et la désinformation étrangère pourraient affaiblir la cohésion interne. Des divergences entre commandements nationaux réapparaîtraient, ralentissant les opérations communes. La fatigue, le manque de moyens ou la baisse du moral risqueraient de ramener le Sahel dans une spirale de dépendance. Pour Ibrahim Traoré, ce combat serait alors mental avant d'être militaire. Lutter contre le doute, non contre les hommes. Ces 3 voies ne s'excluent pas. Elles forment la carte mentale d'un continent qui apprend à planifier sans traducteur. Et comme le dit souvent Traoré, si nous pouvons partager le sang, nous pouvons partager le pain. Ce que Tindiban a déclenché dépasse le registre militaire. C'est une émotion collective, une fibre intime qui touche ceux qui, loin du front, vivent encore les répercussions de la guerre. Dans les villages de Kailabé, les gens racontent que, le soir, on entend à nouveau les tambours, les rires et les prières au lieu des tirs. Ces sons ordinaires sont devenus les battements d'une renaissance. Ibrahim Traoré, conscient de cette dimension, multiplie les visites sans protocole. Il s'assoit sur les nattes
écoute les anciens, parle de patience et de travail. Chaque échange devient un acte politique. Redonner une voix à ceux qu'on n'entendait plus. Un instituteur de Djibo lui a confié. Avant, nos élèves dessinaient des soldats étrangers, maintenant, ils dessinent les nôtres. Cette phrase, relayée par les radios communautaires, symbolise un basculement psychologique, la fierté d'appartenir à un récit commun. Dans les grandes villes, l'impact se traduit autrement. Des jeunes entrepreneurs montent des startups de sécurité numérique, des journalistes locaux forment des collectifs d'investigation, des femmes créent des coopératives de commerce transfrontalier. La victoire militaire s'est transformée en levier social, en discipline du possible. Ce mouvement dépasse Ibrahim Traoré lui-même. Il devient une méthode, un miroir tendu à chaque Africain. Si eux ont réussi, pourquoi pas nous ? La question simple résume le nouvel état d'esprit du Sahel. C'est ici que le récit quitte le champ politique pour entrer dans le quotidien. Celui des vies réparées, des rêves relancés, d'une dignité retrouvée. Le terrain parle et la foi renaît. Pour transformer la victoire en structure durable, Ibrahim Traoré a présenté un plan articulé en 5 étapes simples mais exigeantes. Chaque étape s'ancre dans un verbe d'action. Comprendre, stabiliser, produire, former, transmettre. Premièrement, comprendre. L'AES a instauré un système d'écoute civilo-militaire. Chaque région dispose désormais d'un comité réunissant officiers, enseignants, chefs coutumiers et ingénieurs. Objectif, identifier les besoins prioritaires avant toute opération afin que la sécurité ne soit jamais dissociée du quotidien. Deuxièmement, stabiliser. Les zones libérées servent de laboratoire. Des patrouilles mixtes Mali-Burkina-Niger garantissent la continuité de l'ordre public pendant 6 mois avant la remise aux autorités civiles. Ce protocole, appelé transition apaisée, a déjà réduit de 40% les incidents post-conflit. Troisièmement, produire. Les anciens dépôts militaires sont convertis en centres de transformation agro-industrielle. L'objectif ? Employer d'anciens combattants et sécuriser la chaîne alimentaire locale. Chaque emploi créé devient un rempart contre le retour des armes. Quatrièmement, former. Des académies sahéliennes forment des ingénieurs et des officiers à la doctrine AES. Les formations privilégient la technologie adaptée au terrain plutôt que les modèles importés. Cinquièmement, transmettre. Un réseau d'écoles communautaires diffuse l'esprit de Tindiban aux jeunes générations. Ibrahim Traoré insiste. La souveraineté n'existe que si elle se transmet. Ce plan, modeste mais concret, incarne une stratégie d'endurance. Consolider avant d'étendre, mesurer avant d'annoncer. C'est là que la doctrine devient institution. Dans les cours d'école d'Arbinda, un dessin est devenu célèbre. On y voit un soldat sans nom posant sa main sur celle d'un enfant qui tient un livre. Ce dessin, inspiré d'une scène réelle lors de la visite d'Ibrahim Traoré, résume mieux qu'un discours l'esprit de Tindiban. Protéger pour instruire, instruire pour durer. C'est le motif de rappel, le lien entre la poussière du champ de bataille et la craie des salles de classe. Les anciens parlent encore de ce soir où Traoré s'était assis parmi eux, écoutant les chants des femmes, partageant le mil et le silence. Ce moment, banal en apparence, cristallisa le passage du combat à la reconstruction. Le capitaine n'était plus seulement un chef, il devenait symbole d'une normalité retrouvée. Les tambours résonnaient dans la nuit claire, le Sahel semblait respirer autrement. Chaque son, chaque sourire portait la même idée. La souveraineté n'était plus une abstraction, mais un rythme collectif. C'est cette musique-là qu'Ibrahim Traoré voulait laisser derrière lui. Non une marche militaire, mais un battement humain. La victoire la plus durable, dit-on, est celle qui apprend à écouter. Le récit de Tindiban se clôt non sur un triomphe, mais sur une invitation. Le Sahel n'a pas seulement prouvé qu'il pouvait se défendre, il a montré qu'il pouvait se définir. Chaque donnée, chaque victoire, chaque silence entre deux détonations forme désormais une phrase du même livre, celui d'un continent qui apprend à écrire seul. Ibrahim Traoré n'appelle pas à l'adoration, mais à la continuité, garder vivant l'élan, transformer la fierté en discipline, la mémoire en méthode. Le futur du Sahel ne se mesure pas en conquête, mais en cohérence. La souveraineté ici devient un geste quotidien. Enseigner, bâtir, transmettre. Et à ceux qui regardent cette histoire de loin, une question demeure. Quand une région autrefois dépendante trouve la stabilité par elle-même, qu'avons-nous
encore à lui apprendre. Le récit continue, peut-être ailleurs, mais avec la même voix, celle d'une Afrique qui se relève et se raconte enfin.